Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 23 mars. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va faire notre dernier épisode sur l'histoire de France. On a commencé avec la France il y a des centaines et des centaines d'années. Et aujourd'hui, on va terminer. On va parler de l'après-Napoléon Ier. On est donc là à peu près au milieu du 19e siècle, un peu avant le milieu, et l'empereur Napoléon est parti en exil, a été plutôt exilé, et après Napoléon, la France va encore avoir des rois. Mais ça va être une monarchie constitutionnelle, une monarchie avec un autre pouvoir, où le roi n'a pas tous les droits, n'a pas tous les pouvoirs, et le roi comprend bien que il faut faire avec le peuple. Il faut donner plus au peuple pour éviter une nouvelle révolution. Sauf que problème, le peuple n'est pas d'accord avec la monarchie. Ils en ont eu assez des rois, des empereurs. Les gens, les habitants, les personnes, le peuple veut plus de démocratie, de liberté, de droits sociaux. Et donc il va y avoir une nouvelle révolution en 1848, au milieu du 19e siècle. Et donc à partir de là, la République est instaurée. Il y a de grandes mesures qui vont être prises, comme par exemple l'abolition de l'esclavage, l'interdiction d'avoir des esclaves. Ça, c'est une grande mesure de cette République du milieu du 19e siècle. Il y a aussi la liberté de la presse. C'est quoi la liberté de la presse? Déjà, c'est quoi la presse? La presse, ce sont les journaux. Les journalistes en France peuvent écrire ce qu'ils veulent, tant que ça respecte bien sûr les lois de la République, les lois françaises, mais ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ça s'appelle la liberté de la presse, et ça date donc du milieu du 19e siècle, il y a plus de 170 ans. Sauf que cette république, elle ne va pas durer longtemps. Elle ne va durer que 2 ans. Et à l'époque, le dirigeant de cette république, c'était le neveu de Napoléon Ier. Et ça va devenir le nouvel empereur, le deuxième empereur de la France. Il va s'appeler Napoléon III. Et à cette époque-là, en France, il n'y a pas trop de guerre et on va avoir un développement important au niveau industriel, au niveau économique, grâce notamment au développement du chemin de fer, au développement du train qui va permettre à la France de mieux fonctionner. On va avoir aussi d'autres choses qui vont arriver dans la société française, comme le développement des banques. Les banques existaient déjà, mais elles vont se développer énormément au XIXe siècle, et on va voir aussi l'apparition des chèques, qui sont d'ailleurs bientôt disparus. Ça doit faire 1 ou 2 ans que je n'ai pas rempli un chèque. Est-ce que vous savez ce que c'est un chèque? Un chèque, c'est un papier où vous allez noter un montant, on va dire 100 euros en chiffres, vous marquez 100 euros en lettres, le nom de la personne ou de la société à qui vous allez donner le chèque, et votre signature. Cette personne, cette société, va encaisser le chèque auprès de sa banque et aura donc eu 100 euros. C'est ça un chèque, mais avec l'avènement des cartes bleues, avec les paiements sans contact, avec les applications bancaires au virement instantané, je pense que les chèques sont amenés à disparaître. Mais bon, l'invention des chèques, ça date de cette période-là.
Et surtout en France, il va y avoir un développement énorme de l'architecture, surtout à Paris, avec un monsieur qui s'appelait le baron Haussmann. Est-ce que vous connaissez les immeubles haussmanniens peut-être ou le boulevard Haussmann à Paris? Les immeubles haussmanniens, ce sont des immeubles typiquement parisiens, avec une architecture particulière qui fait de Paris une des plus belles villes du monde aujourd'hui. Alors, bon, je suis français donc c'est normal que je dise ça, mais je le pense vraiment. Je n'ai pas beaucoup voyagé, mais de ce que j'ai vu, franchement, Paris, comparé à d'autres villes, c'est magnifique. Il y a plein de problèmes à Paris. Il y a trop de vélos, il y a trop de voitures, il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a trop de rats. Mais alors, au niveau des bâtiments et de l'architecture, alors là, aïe aïe aïe, ça déglingue Paris. Allez, revenons donc au milieu du 19e siècle, avec ce monsieur Haussmann qui va énormément développer l'architecture française. Sauf que, à ce moment-là, on avance dans les années et on est encore une fois en conflit avec des pays voisins et surtout avec l'Allemagne. Ce qui va conduire en 1871 à une grande défaite française et l'empereur Napoléon III va être fait prisonnier, puis libéré et exilé en Angleterre où il va mourir. Après Napoléon III, après l'Empire, une nouvelle république est installée. Pendant de nombreuses années, en fait, la France a cherché le meilleur régime possible pour elle. La France, c'est le peuple, évidemment. Et à ce moment-là, à partir de la fin du 19e siècle, on va entrer dans une ère républicaine, avec une certaine stabilité. Alors, évidemment, il y a encore beaucoup de désaccords entre les Français. On passe notre temps à gueuler, à manifester, à n'être pas d'accord. Et oui, on est français, c'est comme ça. Désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais c'est notre tempérament. On dit ce qu'on pense, on gueule, on manifeste, on fait la révolution si besoin. Quoique dernièrement, la révolution, c'est pas encore ça, hein. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc on va arriver à la fin du 19e siècle et au début du 20e, à une période en fait assez tranquille, à une période d'insouciance où les arts, la culture, la littérature, le théâtre vont beaucoup se développer, vont avoir une part importante dans la société, tout ça jusqu'à 1914, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Et avec ça, j'ai fini de vous expliquer l'histoire de France jusqu'à 1914. Pourquoi je ne fais pas après? Bah, je pense que c'est pas trop utile parce que beaucoup de monde sait ce qu'il s'est passé avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les crises économiques, etc., etc. Peut-être que j'en reparlerai pardon, un jour. Peut-être que je ferai même quelques épisodes spécifiquement sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale pour vous expliquer en français comment ça s'est passé. Mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Et aussi, j'ai projet de vous parler des personnes françaises célèbres, qu'elles soient actuelles ou anciennes ou décédées bien sûr, les personnes françaises célèbres de tout temps. Donc de temps en temps, je vous parlerai d'un Français connu, par exemple de Marie Curie, de Simone Veil, de Anatole France, de gens qui ont marqué la France. Je vous raconterai leur vie. Donc bien sûr, on aura l'occasion, ou plutôt j'aurai l'occasion, de vous reparler de l'histoire de France.
Mais maintenant, on va passer à un autre sujet, comme d'habitude, à l'expression française du jour. Et aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est assez simple à comprendre, et c'est manger comme un ogre. Manger comme un ogre, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger énormément, manger beaucoup. Ça veut dire manger en grande quantité. Et donc je vais vous expliquer un peu d'où vient le mot manger et pourquoi on parle d'ogre. Manger, ça vient du latin. Comme énormément de mots en français, il y a des origines latines. Et le verbe en latin, c'était manducare. Manducare. Et à l'époque, je vous parle de ça il y a très très longtemps, dans les pièces de théâtre, il y avait parfois un personnage qui mangeait énormément, qui mangeait tout et n'importe quoi, qui mangeait beaucoup, et c'était une sorte d'ogre qui s'appelait Manducus. Vous voyez, entre Manducare, pourquoi je prends l'accent italien, entre Manducare et Manducus, il y a une racine commune, il y a l'origine du mot manger. Et ce personnage, ce Manducus, c'était une sorte d'ogre. Est-ce que vous savez ce que c'est un ogre? Un ogre, c'est un humain, enfin, pas un humain, c'est un personnage qui a une apparence humaine, mais qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, et d'ailleurs qui mange des humains, et dans les contes pour enfants, qui mange des enfants. Il y a énormément de références aux ogres dans les livres, dans les bandes dessinées, dans les films, dans les jeux vidéo. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des ogres. Dans WoW, World of Warcraft, il y a des ogres. Il y a des ogres dans beaucoup de choses de la culture contemporaine, donc je pense que vous en avez déjà vu. Donc manger comme un ogre, ça veut dire manger énormément. Un peu comme les adolescents. Je ne sais pas si vous avez des adolescents chez vous, ou peut-être que vous qui m'écoutez, vous êtes adolescent, donc vous avez entre, allez, 13, 14 ans et 18 ans, mais à cette époque-là, à cet âge-là, on mange énormément. C'est impressionnant. Je me souviens quand j'étais ado, donc il y a 10 ans, allez, il y a 25 ans, je mangeais beaucoup, beaucoup. Et pourtant, je ne suis pas gros. Je suis assez fin, et j'ai toujours été assez fin, mais je mangeais comme un ogre, je mangeais beaucoup, matin, midi, goûter, soir, je mangeais énormément, mais je ne grossissais pas. Alors maintenant, je mange beaucoup moins, heureusement, sinon là, je grossirais. Mais c'est ça, manger comme un ogre, c'est manger comme un adolescent. Alors si vous avez plusieurs adolescents à la maison, alors là, c'est pire que tout. Il faut aller faire les courses toutes les semaines, tous les jours. Il faut remplir le frigo plusieurs fois par semaine. Manger comme un ogre, c'est une expression du langage courant. Donc vous pouvez l'utiliser en parlant d'un de vos enfants qui mange beaucoup, en parlant d'un ami qui mange énormément, en parlant d'une personne que vous connaissez qui a un très grand appétit. Manger beaucoup, on dit aussi avoir très bon appétit. Avoir un gros appétit, avoir un grand appétit, tout ça, ça marche. D'ailleurs, manger comme un ogre, moi, ça me fait penser à une autre expression française que je vous ai déjà expliquée, dont je vous ai déjà parlé, et cette expression, c'est mieux vaut l'avoir en photo qu'en pension. Alors, c'était il y a plusieurs mois, j'ai pas regardé quand est-ce que je vous en avais parlé, mais c'est sûr que je l'ai déjà fait. C'était peut-être il y a à peu près un an, vers le printemps dernier, je sais plus. Bon, bref, je vous laisse regarder. En tout cas, mieux vaut l'avoir en photo qu'en pension. C'est exactement comme manger comme un ogre.
Sauf que manger comme un ogre, c'est plutôt du langage courant, et mieux vaut l'avoir en photo qu'en pension, c'est du langage plutôt soutenu, un peu courant, mais en fait, j'aurais du mal à le placer. Entre les deux, on va dire. Donc si vous voulez réécouter ce podcast, c'est tout à fait possible. Il est dispo sur vos applications de podcast, sur YouTube si vous m'écoutez sur cette plateforme. Et donc, manger comme un ogre en anglais, ça se dit to eat like a horse. Manger comme un cheval, on dit en anglais. Certainement que les chevaux mangent beaucoup. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Pas grand-chose. Si vous voulez vous abonner, ce qui serait magnifique pour moi, vous pouvez aller sur mon site Patreon. Il y a 2 types d'abonnements. Vous aurez accès à des podcasts exclusifs, aux transcriptions de tous les épisodes récents et anciens. Et ça me permet, moi aussi, d'avoir un petit peu d'argent pour acheter du nouveau matériel, pour payer les abonnements. C'est un geste de remerciement pour me soutenir. Demain, nouvelle expression française qui est jouer un mauvais tour. Et je recommencerai à vous parler de tout et de rien. J'ai pas encore prévu mon sujet de demain. De toute façon, je le prévois pas. Je l'invente le matin même. Donc on verra demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Y la leja matane.